Bonjour et bienvenue sur le plateau de France Télévisions à la Maison de la Radio pour ce festival Média en scène. On aborde différentes thématiques aujourd'hui. On aborde l'intelligence artificielle, les nouvelles écritures, les nouvelles technologies et la confiance dans les médias qui est un enjeu majeur pour les médias de demain avec deux invités. François Ernenwein qui est rédacteur en chef à La Croix et qui nous parlera du baromètre de La Croix, et le docteur Albert Moukébert qui est spécialiste en neurosciences et nous expliquera pourquoi notre cerveau est plus à même de recevoir facilement et d'accepter des informations qui vont dans le sens de nos opinions, ce qui n'est pas tellement favorable pour contrer les fake news. Tout d'abord, et parce que le temps nous est compté, quelle est la situation exacte, François, de la confiance aujourd'hui du public, des publics, dans les médias, dans les journalistes? On vit une crise de confiance très forte dans les médias et les journalistes. Alors, il y a une bascule en ce moment liée aux fake news, on en parlera tout à l'heure, mais en tous les cas, une chose est sûre, le baromètre de La Croix, on en est à la 32e édition, et on voit au fil des années, année après année, que sur un certain nombre d'items, la confiance est battue en brèche. Alors, c'est paradoxal. Très majoritairement, les Français ont un goût prononcé pour l'information. Il y a une demande d'information. Les gens souhaitent être informés. Ils ont compris que s'informer, c'est pouvoir entrer dans le débat public, faire vivre la démocratie. Donc l'enjeu est majeur là. Et cet intérêt est un socle solide sur lequel les médias peuvent bâtir des stratégies, résister à l'offensive des fake news qui sont le phénomène dans le champ de l'information le plus terrible et le plus radical qui soit produit ces dernières années. Il faut prendre les choses très au sérieux. Alors le baromètre dit des choses aussi sur le regard que les Français ont sur les médias et les journalistes, des choses pas toujours agréables. Alors pour vous, radio, télé, enfin surtout pour les radios, les nouvelles sont bonnes, la crédibilité des radios est forte, celle de la presse écrite est forte aussi, la crédibilité à des niveaux très acceptables. La crédibilité de la télévision est en baisse constante depuis des années et les gens consomment de moins en moins d'informations à la télévision, ça c'est incontestable. Et le dernier point, Internet stagne, la confiance en Internet qui a été croissant à partir de l'irruption du phénomène est stabilisée, c'est-à-dire il n'y a pas eu un bond de confiance en faveur d'Internet. Dernier point que je voudrais développer rapidement ici, c'est comment reconstruire cette confiance. Alors, les médias sont interrogés sur leurs pratiques, leur endogamie sociale, etc. Et il y a aussi la question assez centrale de l'indépendance par rapport aux pouvoirs économiques et aux pouvoirs politiques. Le baromètre mesure l'idée que les Français se font de l'indépendance des Français par rapport aux pouvoirs politiques ou aux pouvoirs économiques. Plus de 70% des Français pensent que nous ne sommes indépendants ni des pouvoirs politiques, ni des pouvoirs économiques. Donc sur ce plan-là, il faut que les médias retrouvent un peu de vigueur et un peu d'insolence pour corriger cette image passablement dégradée dans l'opinion. Bon, effectivement, vous avez bien fait de nous dire que c'était pas tout à fait favorable. J'aimerais bien qu'on chiffre un tout petit peu. Vous nous dites que ça va plutôt en déclinant. Quelle est l'étendue du dégât? Est-ce que vous avez un ordre d'idée de l'évolution de cette défiance à l'encontre des journalistes? Sur la question de l'indépendance, on voit les chiffres aussi, j'ai pas en mémoire année après année, mais sur les 25 dernières années, on se rend compte que les journalistes et les médias sont perçus de moins en moins indépendants des pouvoirs économiques et des pouvoirs politiques. La courbe est à la baisse constante. Vous parlez d'Internet. Est-ce que c'est les réseaux sociaux dont vous parlez ou est-ce que c'est l'information des chaînes, des médias? Internet, c'est une hydre à deux têtes. En tous les cas, si on parle des réseaux sociaux, il y a nous-mêmes, médias installés, on a recours aux réseaux sociaux. Nous-mêmes sommes producteurs d'informations. Sur la question des réseaux sociaux, la question est posée aux consommateurs d'infos. Est-ce que quand ils vont consulter les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., est-ce qu'ils s'interrogent sur qui est l'émetteur du message, qui envoie des messages? Et dans le baromètre, on l'a mesuré, les gens sont assez lucides dans leur consommation des réseaux sociaux, même s'il y a plein d'effets pervers dont on parlera tout à l'heure. Mais il y a une chose qui est sûre,
Aujourd'hui, les gens ont plus confiance en des messages trouvés sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., si l'émetteur est une marque reconnue d'information. En revanche, ils font moins confiance à leurs amis pour ce qui relève de l'information. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Voilà, On la part des choses. non, mais le bilan est contrasté sur la question de la confiance. On ne peut pas dire que tout fout le camp, tout va à volo. Il se passe la chose suivante. Il y a une éducation formidable aux médias à faire, un travail de discernement que les consommateurs d'information doivent commencer à faire. D'où viennent les messages que je regarde? Qui sont les émetteurs? Et avant de retweeter de façon réflexe, lire le contenu des messages. Parce que dans les usages, il y a ça aussi. Plus de la moitié des messages retweetés sont des messages qui n'ont même pas été lus par celui qui le retweet. Absolument. On verra un petit peu ce qu'on peut faire pour essayer de renouer les liens et puis contrer ces quelques dérives. L'émergence des fake news, docteur Moukébert, ça s'explique évidemment par probablement multiplicité des canaux, des vecteurs de propagation, ok. Mais pas simplement, ça veut dire que vous nous expliquez que notre cerveau finalement attend et reçoit favorablement les fake news bien plus que des opinions divergentes à nos habitudes. Disons que ce n'est pas spécifiquement aux fake news. Notre cerveau a besoin de comprendre. C'est juste, il se trouve que les personnes qui créent les fake news proposent des explications, souvent qui sont moins coûteuses intellectuellement que des explications complexes. Souvent, les fake news, après il y a plusieurs types de fake news, mais pour les news politiques par exemple, c'est souvent une explication assez simple à comprendre d'un phénomène souvent qui est invraisemblable. Et du coup, ça a une sorte d'attractivité cognitive de me dire j'ai compris, que de me dire je vais me prendre la tête à lire toute la géopolitique d'un certain pays pour me former une opinion. Donc c'est pas le fait que ça soit une fake news, c'est plus l'explication alternative qui est en train de rentrer en jeu. Ça veut dire que votre démonstration, finalement, elle fonctionne aussi pour n'importe quelle information. À partir du moment où ça va dans le sens de mon opinion intrinsèque, je la reçois plus favorablement. Alors il y a trois piliers principaux sur les fake news. Il y a la première, ce que vous êtes en train de mentionner, s'appelle le raisonnement motivé. C'est-à-dire j'ai une sorte de motivation pour arriver à la conclusion qui me plaît à l'avance. Donc j'ai une certaine opinion politique et je veux la confirmer. Donc je vais aller chercher la news qui va confirmer cette opinion. La deuxième, on appelle ça la flemmardise intellectuelle. C'est des fake news qui n'ont pas nécessairement un enjeu, mais je me dis je partage parce que je ne lis pas en entier. Donc j'ai pas vraiment un enjeu, je ne veux pas me convaincre, mais je trouve une news, soit elle est indignante, soit c'est quelque chose d'excitant, soit lié à la santé. C'est très souvent le cas. Hein. C'est très souvent le cas, oui. Mais il y a tout un business sur, par exemple, les fake news liées à la santé, où les gens partagent en se disant peut-être ça peut être utile à quelqu'un, et ça rapporte du clic. Donc il y a les fake news pour des motivations politiques, de convaincre, persuader, mentir pour, je sais pas, impacter une élection, et il y a les fake news pour l'argent. Eh oui. Il y a tout un marché. Et la troisième, c'est la fonction sociale. Je vais partager des news, ça va faire marrer les potes. Et faire marrer les potes, c'est plus important que me demander si c'est vrai ou faux. Il y a même des sites dont le but, c'est d'utiliser les fake news comme vecteur de comiques, comme par exemple le Gorafi, Nordpress, etc. C'est affiché qu'on est un site fake pour faire rire la galerie. Et donc il y a ces trois familles qui interagissent ensemble, évidemment. Comment on peut lutter contre ça? On parle du doute, on parle du recul. Comment notre cerveau, qui est plus enclin à accepter des choses qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà, finalement, c'est ce qu'on comprend un petit peu, comment on fait pour expliquer aux gens, pour former les gens à avoir un petit peu de recul par rapport à ces informations, par rapport aux fake news, et mieux accepter aussi les informations des médias reconnus? Comme on a fait pour tous les autres défis qu'on a eu. Quand on a inventé la voiture, tout le monde ne savait pas conduire. C'est juste que d'habitude, le déploiement des nouvelles technologies, des nouveaux défis sociétaux se fait d'habitude progressivement. Et là, on a eu tout d'un coup, du jour au lendemain. C'est comme si d'un coup, tout le monde avait une voiture alors qu'il n'y avait pas encore le code de la route, ni la ceinture de sécurité, ni rien du tout. Et du coup, on a besoin de rattraper le temps perdu à travers des éducations aux médias. Les personnes, par exemple, à partir d'un certain âge, ne sont pas habituées à ce que des choses qui paraissent traditionnelles soient fausses. Donc travailler aussi sur ça, explorer le web de manière latérale, pas verticale, ouvrir d'autres onglets et vérifier si l'information est reprise dans d'autres médias, etc. Et surtout accepter faire un boulot de journaliste en fait. Oui, oui, c'est un peu ça. On a besoin de citoyens en tous les cas. Citoyens informés, parce qu'on n'avait pas besoin de ce travail avant. Et surtout aussi accepter l'incertitude, me dire que sur certains sujets, j'ai pas le temps de m'informer d'une manière éclairée et donc j'ai pas à avoir un avis.
Ça coïncide avec ce que vous repérez, vous, dans Ben, le baromètre? Oui, alors dans l'analyse, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. La part émotionnelle est dingue dans l'expansion des fake news. C'est-à-dire, c'est la pulsion contre la raison. Et un des débats, la bataille n'est pas gagnée, puisque les sites qui propagent des fake news sont 100 fois, 1000 fois plus consultés que les sites qui ont pour but de désintoxiquer de ces fausses informations. Donc il y a une tension et du point de vue des journalistes et des médias, la bataille n'est pas gagnée d'avance. Mais il faut aborder la question de manière dialectique, me semble-t-il. Les médias, pour retrouver cette confiance, ont des efforts considérables à faire dans leur pratique, des gages d'indépendance que je disais tout à l'heure, Lesquels? de rigueur. Une instance déontologique, un Voilà, label, une charte plus appliquée? Non, mais quelles que soient les voies et les moyens, ce que j'indique, c'est une flèche. La flèche, c'est il n'y a pas d'avenir pour les médias sans un travail de qualité. Toutes les tentatives en France de vendre de l'information dégradée ont tourné court en matière de presse écrite en tous les cas. Donc le public est capable de discerner s'il active sa raison raisonnante et son esprit de citoyen, il est capable de dire les informations qui lui serviront dans sa vie privée et sa vie publique, puisqu'encore une fois, une des fonctions essentielles de l'information pour les gens, c'est de réduire leurs incertitudes. Donc on a un effort énorme à faire pour diffuser à la radio, à la télé, dans la presse écrite et sur Internet, des informations de qualité. Le critère aujourd'hui d'évaluation dans la bataille contre les fake news, c'est une information de qualité. Et la plupart des journaux aujourd'hui ont compris qu'il n'y avait pas tellement d'avenir dans la facilité, le trash. Mais tout ça, Alors, évidemment, ça a un coût. les journalistes vont faire des efforts. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux parler, à mieux former, j'allais dire, le cerveau des gens? Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit juste simplement de mieux, que notre message passe mieux auprès des gens. Alors je pense que ça doit être un effort concerté entre les journalistes mais aussi les citoyens. Et effectivement, il y a le travail de refaire confiance, c'est-à-dire si moi, il y a un truc qu'on appelle l'effet du messager. C'est-à-dire le messager est important. Si moi je perçois un messager et je me dis qu'il y a des conflits d'intérêts, c'est perdu d'avance quelque part. Et donc il y a des travaux d'explicitation de la complexité de comment fonctionne le journalisme, des choses qui avant n'étaient pas importantes, plus que ça. Et il y a le travail de l'adaptation aux nouveaux moyens d'information, que ce soit Instagram, TikTok maintenant, Twitter, etc., etc. Donc c'est un travail double qu'on doit faire avec les journalistes qui pendant longtemps ne prenaient pas nécessairement en charge la dimension cognitive et sociale de l'audience, c'est-à-dire on pensait qu'il fallait juste informer bien, mais il y a aussi les récits qu'on raconte, il y a l'identité du journaliste, il y a l'identité du média. Ça veut dire que le récit doit intégrer ça? Comment on est arrivé à l'information? Comment on l'a vérifié? Comment on a douté? Où on est allé chercher? Qui est la personne qui a réfléchi? En tout cas, au début, pour qu'on prenne ces nouvelles bonnes habitudes, oui. Paradoxalement, je dirais en journaliste que dans notre travail d'écriture, quel que soit le support, il y a intégré la part émotionnelle dans la consommation d'informations. Ça ne veut pas dire faire pleurer Margot, mais ça veut dire que les gens n'ont pas un rapport à l'actualité uniquement sur la base de critères rationnels. Donc il faut qu'on intègre aussi dans nos écritures la demande d'émotion, le rapport au plaisir qu'ont les consommateurs quand ils consomment de l'information. Ça, c'est sur le plan, on va dire, psychologique. Et puis sur le plan pratico-pratique, il y a une préconisation qui est, à mon avis, centrale aujourd'hui. On a organisé des débats là-dessus et c'est remonté très fort au moment où on a rendu public notre sondage. Il faut que les citoyens, d'une manière ou d'une autre, en utilisant les nouveaux supports liés aux nouvelles technologies, soient peu ou prou associés à la fabrique de l'info. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire nos journaux par nos lecteurs, mais en tous les cas, il faut qu'on associe nos lecteurs à la discussion sur la manière dont on fait les journaux. Et c'est aussi un travail pédagogique. Une forme de transparence, par exemple l'éditorialisation des contenus. C'est quelque chose qu'on a toujours appris à l'école de journalisme, mais qui n'était pas très important pour les citoyens. Aujourd'hui, un citoyen va se demander pourquoi est-ce qu'on raconte cette nouvelle et pas celle-ci? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça et pas de ça? On a besoin d'expliquer ses choix. Notre pour hiérarchie de l'information, oui, absolument. tout à fait. Voilà, Une toute petite dernière question, parce que vous êtes très pris, je sais que vous êtes attendu ailleurs. Est-ce qu'il faut que nous, journalistes, on indique
un niveau de confiance dans nos démarches, dans nos informations, dans les questionnements qu'on se pose. On peut, dans nos récits également, intégrer nos doutes. Est-ce que c'est important dans le domaine de la transparence? Moi, je pense que sur le long terme, expliquer que l'information n'est pas à 100% vraie ou à 100% fausse, la pondérer est un passage obligatoire. Parce que beaucoup de fois, il y a une sorte de course vers l'info, on va sortir une information, on n'a pas eu le temps. Et parce que c'est difficile le métier de journaliste des fois, on n'a pas eu le temps de vérifier. Il faut informer parce qu'il suffit d'une fake news ou d'une fausse information pour que la confiance soit ébranlée. Après, il faut un travail de dingue pour la recréer et ça ne vaut pas le coup. D'accord. Merci infiniment à tous les beaucoup. deux. Désolé, on est un petit peu pris par le temps. Merci de nous avoir suivis. Vous avez d'autres thématiques évoquées sur metamedia.fr. Et puis, si vous voulez développer des projets innovants qu'on traite à France Télévisions, vous pouvez aller sur la plateforme d'innovation France TV Lab. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup.